Donc Odile me demande de me présenter. Je travaille pour l'enseignement catholique. Je suis, d'un côté, je travaille pour... j'accompagne les collèges et lycées de l'enseignement catholique sur l'Hérault, et de l'autre côté, je travaille à l'ISFEC, qui est l'organisme de formation des professeurs, donc l'équivalent pour l'enseignement catholique de l'IUFM, qui était l'ancien nom en fait, c'est que ça a changé de nom depuis. L'objectif de l'intervention, c'est justement de, comme Odile le disait, de comprendre ce qui a bougé dans la société et qui fait qu'on a des questions, quand parfois on a des problèmes pour transmettre. Et pour réfléchir à cette question-là, l'idée, c'est de partir du changement anthropologique. L'anthropologie, c'est la façon d'être homme. Et en Occident, parce que c'est pas vrai pour tous les continents, c'est pas vrai pour toutes les civilisations, mais en Occident, la façon d'être homme est en train de bouger fortement depuis 50 ans. Voilà. Et donc, il y a une phrase qui dit « Pour apprendre le latin à John », peut-être je vous l'ai déjà dite, mais pour apprendre le latin à John, il est aussi important de connaître John que de connaître le latin. Voilà. Donc vous pouvez connaître la foi chrétienne par cœur, toutes les données de la foi chrétienne, tout le corpus. Si vous n'avez pas conscience des personnes à qui vous vous adressez, en fait, le savoir aura du mal, ou ce dont vous voulez témoigner aura des difficultés à passer. Et c'est justement sur cette accroche-là qu'il faut travailler. C'est-à-dire que si vous rencontrez des problèmes, si vous avez des difficultés pour rejoindre les jeunes à qui vous vous adressez, c'est normal. C'est normal parce qu'ils sont vraiment en train de changer fortement. Alors l'intérêt, c'est que nous-mêmes avons bougé aussi et que ce regard-là, il n'est pas totalement extérieur. Donc, je vais prendre un long moment pour essayer de comprendre ce qui a bougé dans cette anthropologie. Et quand on aura compris ce qui a bougé, alors on pourra plus facilement se demander comment transmettre. Pour faire cette analyse, je vais m'appuyer sur un philosophe qui a beaucoup travaillé ces questions-là, qui s'appelle Michel Serres. Voilà, souvent on connaît Michel Serres, il est plus facile à entendre qu'à lire, généralement, mais ça vaut le coup aussi de le lire. Et donc, c'est, me semble-t-il, lui qui a travaillé peut-être le mieux cette question depuis 15 ans à peu près. Et Michel Serres a dit, ben voilà, en fait, on vit depuis 50 ans un basculement de l'humanité occidentale, un basculement qui dépasse le changement qu'il y a généralement entre générations. Voilà, il est coutume de dire que d'une génération à l'autre, tout fout le camp, etc., etc. Bon, c'est comme ça qu'on, finalement, on met des mots pour dire, ben, ils ne nous ressemblent pas. Et là, ça dépasse largement le changement d'une génération. Michel Serres va jusqu'à dire que ce qu'on est en train de vivre, l'humanité ne l'a jamais vécu depuis le néolithique. Donc c'est pas rien. Et si on est un peu perdu, c'est normal. Pourquoi les changements sont si profonds? C'est qu'en fait, ont été impactés des secteurs majeurs et différents de ce qui nous constitue en tant qu'hommes. Et je vais en lister quelques-uns. Vous allez immédiatement, j'allais dire, vous reconnaître dans ce qui a bougé. Le premier point, je ne vais pas m'attarder parce que celui-là, on l'a tous vécu en fait, c'est la globalisation. Voilà. Avant, on était dans un monde qui était local et à court terme. Notre responsabilité, notre impact sur le monde était local et à court terme. Voilà. Je ne sais pas si vous brûliez une forêt, bon, ben 25 ans après, elle repousse. Donc c'est local, vous ne pouvez pas brûler le continent entier, et court terme, 25 ans, c'est du court terme. Aujourd'hui, par la puissance technique, on a un impact sur le monde qui est global et à long terme. Et ça, c'est nouveau depuis la naissance de l'humanité. C'est nouveau. Voilà. Parce qu'on a mis en place de la technique et des pouvoirs techniques qui nous permettent d'avoir cette influence-là. Bon, confère le nucléaire, par exemple. Et entre parenthèses, le problème, c'est que notre morale, elle est restée sur du local et du court terme. Voilà. Ne tue pas. Avant, qui j'avais les moyens de tuer, en fait? Mon prochain, celui qui m'était proche. Aujourd'hui,
si on continue à agir comme on agit, on a les moyens d'empêcher de naître des personnes dans les générations futures. Ça, c'est un autre type de responsabilité. Donc cette globalisation, c'est un des points importants. Deuxième point important, c'est le rapport au corps. En fait, Michel Serres dit on n'a quasiment plus le même corps que nos ancêtres. Alors pourtant on se dit, bon ok, globalement c'est quand même le même corps. En fait, notre corps en Occident, il est plus grand, il est survitaminé, il est soigné, il est nourri, il est chauffé. Ce qui fait que la souffrance a diminué. Elle est bien sûr intolérable quand elle existe encore, mais elle a globalement diminué, et c'est parce qu'elle a diminué qu'elle est devenue intolérable. Notre vie s'est allongée. Globalement, notre vie s'est allongée, et tout ce rapport au corps change notre façon d'être au monde. Voilà, ça c'est un thème en philo qui est important. Hein. C'est Nietzsche qui disait « j'ai pas un corps, je suis mon corps ». Si moi j'étais en fauteuil roulant, ben, je vous regarderais autrement, vous me regarderiez autrement. Donc le corps, c'est bien l'accès au monde qui comme des lunettes en fait. Notre corps change, notre accès au monde change. Voilà. Alors je vous donne quelques exemples sur l'allongement de la durée de vie. Un exemple, avant, quand vous vous mariez à 25 ans, vous vous juriez fidélité pour 15-20 ans. Aujourd'hui, vous vous mariez à 25 ans, vous vous jurez fidélité pour 50-60 ans. Pareil pour les ordres religieux. Pareil pour l'engagement militaire. Si vous vous engagez, si vous mouriez, enfin si vous mouriez sur le champ de bataille à 35 ans, vous donniez 5 ans de votre vie. Aujourd'hui, vous en donnez 40, 50. Et donc tous ces petits détails qui n'en sont pas, ont fait que c'est en train de réellement modifier ce qui se joue pour nous dans cette vie. Dans les rapports sociaux, dans l'engagement qu'on est prêt à donner ou pas. La souffrance, c'est quand vous lisez les récits des saints du Moyen-Âge, mais tout le monde souffre à tour de bras. Louis XIV, qui était un des rois les plus puissants du monde, a souffert toute sa vie. Et donc quand vous souffrez, ben, vous ne voyez pas exactement ni le monde, ni la religion, ni la foi, ni les autres de la même manière. Voilà. Si notre corps va mieux, ben, notre regard sur la vie est différent. Troisième élément de changement majeur, c'est l'urbanisation massive. Alors là aussi, c'est quelque chose... les 3 points sont tout à fait nouveaux hein, dans l'humanité. L'urbanisation massive, aujourd'hui, la moitié de l'humanité vit en ville. Dans 25 ans, ce sera 75% de l'humanité qui vivra en ville. Donc ça change quoi? C'est quelque chose en fait qu'on va découvrir, parce que jusqu'à maintenant, être humain, c'était être en compagnonnage avec la nature. C'est le rapport à la nature qui nous a façonnés. Parce qu'on vivait de la nature, on vivait dans la nature, on était formé par la nature. Aujourd'hui, bon, on peut bien aller passer 2 semaines à la montagne et 1 semaine à la plage, ça ne change rien. Nous vivons hors sol. Nous vivons, depuis la naissance de l'électricité, en dehors du rythme solaire. Et ça, on ne sait pas trop ce que ça, c'est en train de... ce à quoi ça donnera naissance, en fait. Voilà. Pour le moment, par exemple, la nature nous a appris la patience. Voilà, si vous voulez des salades, ben, il faut les planter 3 mois avant. Et vous pouvez tirer dessus, elles ne pousseront pas plus vite. Ça nous a appris l'humilité. Voilà, vous avez tout bien fait, puis un orage arrive et il n'y a plus rien. Ça nous a appris l'anticipation. Ça nous a appris l'intériorité. Parce que, en étant dans la nature, il y a quelque chose qui nous calme. Voilà, il y a un enracinement qui se fait.
Aujourd'hui, on ne l'a plus, ça. Et alors, c'est pas étonnant que vous voyez ce besoin d'intériorité remonter fortement avec toutes les pratiques de pleine conscience, de méditation. C'est parce qu'on est en train d'essayer de recréer ce que la nature nous donnait spontanément. Donc l'humanité sait de quoi elle a besoin, hein, et elle va le chercher, elle va l'inventer ailleurs. Donc tous ces constats, vraiment un risque serait de se dire c'est la catastrophe. Non, c'est pas la catastrophe. L'humanité fonctionne comme ça depuis le début. Elle apprend des choses et elle en lâche d'autres. Le jour, par exemple, où on a appris l'écriture, on a perdu la mémoire qu'on avait développée. Hein? Quand vous avez des traditions qui n'ont pas d'écriture, la mémoire est forte. Le jour où on a inventé le post-it, on perd la mémoire. Parce que vous, au lieu de vous rappeler la liste des courses, vous la notez. Et c'est plutôt sympa, on oublie beaucoup moins. Mais il y a une fonction qui nous lâche. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a grandi, l'humanité grandit, donc il ne faut pas s'inquiéter. On est en train de lâcher quelque chose pour acquérir autre chose. Alors ça nous fait un peu peur parce que cette autre chose, on le perçoit pas. Mais quand le premier homme est descendu de l'arbre, il a dû sûrement se faire regarder de travers par les autres. Bon, heureusement qu'il est descendu et qu'il s'est mis debout. Bon, c'était pour dire que je vais énoncer d'autres points qui peuvent peut-être vous enfoncer, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de se dire, ok, on comprend ce qui se joue, pour l'accompagner et pour transmettre dans ce qui se joue des choses qui nous semblent importantes. De toute manière, vous pourrez verser toutes les larmes que vous pourrez, vous ne changerez rien. Alors il vaut mieux le prendre cool. Donc, je résume. La globalisation, le rapport au corps différent, l'urbanisation massive, la révolution informatique. Bon, ça, alors là, vous la subissez aussi peut-être, mais c'est quelque chose qui impacte fortement notre façon d'être et qui fait quand même, hein, avec toute la révolution technique qui l'a accompagnée, qui fait que nous sommes désormais dans un monde qui est léger et rapide. Avant, le monde, il était lourd et lent. Aujourd'hui, il est léger et rapide. Et le symbole de ça, c'est le téléphone. Alors ça, le téléphone, hein, rappelez-vous vos téléphones. Il était lourd, très lourd, ils étaient sur l'annuaire, ils ne bougeaient pas. Hein? Chez vous aussi, ils étaient sur l'annuaire? Ouais. Il fallait demi-heure pour mettre le... Et puis demi-heure pour que ça redescende. Demi-heure. Bon, voilà, on ne supporterait pas 2 minutes ce téléphone à la maison. 2 minutes. Donc aujourd'hui, notre téléphone, il est léger, il se déplace. Ça me fait penser à un gamin qui disait, quand il est allé chez son grand-père, qui avait un téléphone avec un fil, et il lui a dit « Ah, tu as mis un antivol ?» Voilà. Donc vous voyez, et c'est pour ça qu'avant on était fatigué. Quand vous allez dans un musée du matériel agricole, par exemple, c'est très net. C'était d'un poids, tout était d'un poids. Voilà. Aujourd'hui, c'est léger. Alors on va plus vite. Alors on est stressé. Voilà, on a perdu notre fatigue, mais on a gagné du stress. Donc, un monde plus léger et plus rapide, et l'idée c'est de se dire, bon, ok, le monde il est plus léger et plus rapide et plus stressant, eh ben, qu'est-ce que la foi chrétienne a à dire à ça? Comment la foi chrétienne peut accompagner ces changements? Pas être contre. Ce serait une bataille d'abord, je crois, stupide et perdue d'avance. Donc si vous alliez stupide et perdu d'avance, vraiment, ne mettons pas de force là-dedans. Mettons des forces pour accompagner le changement. Est-ce que pour le moment ça va? Bon, alors je vais en rajouter une couche. Donc, ces changements,
nous sont tombés dessus, et vous voyez qu'ils touchent des aspects importants de nos vies, quoi, quand même, hein, l'urbanisation, le corps, la technique, tout ce qui fait ce à travers quoi et dans quoi on pense. Donc c'est pas rien, c'est pas juste ce qu'on utilise, c'est ce dans quoi on vit, donc forcément l'impact il est fort sur nous. Ces changements se sont accompagnés de fortes désillusions. Voilà, je vais en lister quelques-unes. La première désillusion, je ne vais pas m'y attarder, c'est la désillusion de la technique. Quand vous lisez les philosophes des Lumières, donc du 18e, qui découvrent la technique, ils se disent super. En fait, un jour on atteindra le bonheur grâce à la science, à la technique. Un jour il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de famine et on sera heureux. Et on a cru ça longtemps. Mais même il y a 50 ans, on le croyait encore. 40, 60 ans, on le croyait encore. Et puis il y a eu Hiroshima. Et Hiroshima, c'est un gros choc hein, pour beaucoup de scientifiques, y compris de scientifiques de haut niveau, qui se disent, mais alors, si la technique et la science amènent à ça, alors on ne peut pas mettre tout l'espoir qu'on pensait sur la science. Donc, premier gros choc, c'est qu'on ne sera pas sauvé par la technique. Le deuxième gros choc qui a impacté la philosophie, je crois que pour le moment en philo on ne s'en est pas encore tout à fait remis, c'est le fait qu'avant on pensait que la culture suffisait pour faire des honnêtes hommes. C'était aussi une croyance ancienne, aussi une croyance du siècle des Lumières, de se dire, bon ben voilà, c'était la phrase « l'honnête homme cultive son jardin », c'est-à-dire ben, si vous vous intéressez à l'art, si vous lisez des livres, si vous discutez, vous serez quelqu'un de bien. Et puis il y a eu Auschwitz. Voilà, Auschwitz, il y a eu la Shoah. C'est-à-dire 6 millions de juifs, plus d'autres catégories qui partent en fumée dans des camps industriels, dans des camps de mort industriels. Et le choc, au-delà du premier massacre réellement industriel de l'humanité, le gros choc, c'est de se dire la Shoah a été pensée dans le peuple le plus cultivé d'Europe. C'est les Allemands qui avaient donné les meilleurs compositeurs, les plus grands philosophes. Et ce peuple le plus cultivé d'Europe n'a pas, non seulement a mis au point la solution finale et ce qui s'en est suivi, mais en plus, beaucoup de personnes cultivées n'ont pas repéré qu'il se jouait là quelque chose de tragique et d'inhumain. Voilà, on a notamment le témoignage de celui qui était le chef du camp d'Auschwitz, qui écrit un journal intime et qui raconte comment dans la journée il fait son boulot dans le camp et il rentre le soir, il écoute de la grande musique. Voilà. Et du coup, ça a été un choc. De se dire, bon ben alors, si la culture ne fait pas des honnêtes hommes, comment on fait des honnêtes hommes? Et pour le moment, on ne sait pas tout à fait répondre à cette question encore. Je vais rajouter un autre point, c'est que l'Allemagne était chrétienne, était évangélisée. La plupart des gens étaient catholiques ou protestants. Leur appartenance religieuse ne leur a pas permis de reconnaître ce qui était en train de se passer. Et on peut rajouter que ça s'est passé exactement de la même manière au Rwanda. Quand vous entendiez parler les gens du Rwanda avant 1994, ils disaient le Rwanda c'est le pays le plus chrétien d'Afrique. On était très fiers du Rwanda. 1 million de morts en 100 jours, quelque chose comme ça. Et du coup, non seulement ça pose la question, si la culture ne suffit pas à faire des honnêtes hommes, qu'est-ce qui fait des honnêtes hommes? Et la question c'est qu'est-ce que c'est évangéliser? Parce que tous ces gens étaient chrétiens. Qu'est-ce que c'est évangéliser après Auschwitz? Qu'est-ce que c'est évangéliser après le Rwanda? On ne peut plus se contenter de baptiser à tour de bras, de faire des certificats, des sacrements, et on dit, ok, ça y est, on est réglo.
Il faut réellement, c'est l'occasion, et c'est une super chance qu'on a, de se redire qu'est-ce que c'est évangéliser quelqu'un. Qu'est-ce que c'est réellement être chrétien. Donc c'est une belle chance, enfin vraiment, une belle occasion qu'on a là de se poser des questions fondamentales. Et pour alimenter un peu la réflexion, je vais vous parler 2 minutes de... J'ai jusqu'à quelle heure? Oui, on avait dit jusqu'à 55. C'est pas beaucoup. Jusqu'à 10 heures. Je vais démarrer 5 minutes en retard, donc jusqu'à 10 heures. Je peux en prendre plus. Négocier. Voilà, 10 heures, 10h05. Bon, alors, Hannah Arendt, je vais vite. Mais Hannah Arendt est une philosophe juive qui part à cause de la Shoah, et elle fait son œuvre aux États-Unis. Et elle a l'occasion d'assister en 1960 au procès d'Eichmann. Eichmann, c'est la personne qui était chargée d'organiser les transports de ville jusqu'au camp de concentration. Eichmann s'était enfui en Argentine, il est kidnappé par le Mossad, qui va le juger à Jérusalem. Et Hannah Arendt part au procès parce que c'est la première occasion qu'elle a de rencontrer quelqu'un qui a participé au premier titre à ce qui s'est mis, à ce qui a été en jeu. Et je vous résume tout ça. Si vous êtes intéressé, le procès Eichmann, il est sorti en DVD, retravaillé, et c'est excellent si cette question vous intéresse. Donc, elle assiste au procès Eichmann plusieurs jours, et elle se rend compte, elle est extrêmement surprise parce qu'elle se rend compte que c'est pas du tout un bourreau, que c'est plutôt un petit, c'est quelqu'un qui avait une petite carrière et qui a eu là une opportunité de monter dans les échelons. Voilà, c'est pas du tout quelqu'un de méchant, c'est plutôt quelqu'un de banal, quoi. Et ça, c'est un gros choc pour Hannah Arendt qui se dit, mais alors, comment c'est possible, quoi? Comment, et elle le généralise un peu à tous ces gens qui ont participé, elle se dit, mais comment tous ces gens éduqués ont-ils pu céder à ça? Et voilà ce qu'elle dit dans une de ses conférences. Ce à quoi les gens sont habitués, ce n'est pas tant au contenu de règles, qu'à la possession de règles sous lesquelles subsumer le particulier. Ça va s'arranger. En gros, ils sont habitués à avoir des règles. En d'autres termes, ils se sont faits à ne jamais se faire d'avis. Si quelqu'un se présente alors, et quelles que soient ses raisons et ses objectifs, souhaite abolir les anciennes valeurs ou vertus, cela sera assez facile pour lui, pourvu qu'il offre un nouveau code. Et il n'aura besoin d'utiliser ni la force, ni la persuasion, ce qui ne prouverait pas que les nouvelles valeurs sont meilleures que les anciennes pour l'établir. Plus les hommes ont tenu à l'ancien code, plus ils voudront s'assimiler au nouveau. La facilité avec laquelle de tels renversements peuvent se produire dans certaines circonstances suggère que tout le monde dort quand cela arrive. Ce siècle nous a donné une expérience de ces affaires, comme il fut facile au pouvoir totalitaire de renverser les commandements de base de la morale occidentale « tu ne tueras point ». Dans le cas de l'Allemagne de Hitler, « tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain » dans le cas de la Russie de Staline. En gros, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on croyait que donner des règles, ça suffisait. Et elle dit, ça suffit absolument pas. Parce que ces gens avaient des règles, ces gens avaient une morale, ces gens avaient des valeurs. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, ne vous inquiétez pas, on va changer les valeurs, on vous en met d'autres. Et tant qu'il y a des valeurs et il y a des règles à respecter, tout va bien. Sauf qu'on est passé de tu ne tueras pas, tu peux tuer une catégorie de personnes. Des catégories de personnes. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'elle dit, en fait, ça ne sert à rien d'avoir des valeurs ou des règles si on n'a pas fait du sens, si on n'a pas compris pourquoi ces valeurs valent mieux que d'autres. Pourquoi ces règles valent mieux que d'autres. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail de donner du sens aux lois et aux règles et aux valeurs, on n'a pas fait le boulot. Arrivera quelqu'un qui changera tout et personne ne s'opposera à ce changement. Donc ça donne déjà une indication forte sur qu'est-ce que transmettre aujourd'hui. Le sens, il est central. On ne peut plus se contenter de rabâcher. C'est terminé. C'est terminé. On ne peut plus, c'est dangereux. Après Auschwitz, on ne peut plus se permettre ça. Donc il faut toujours, quel que soit le sujet que vous abordez,
il faut toujours pouvoir justifier le sens et réfléchir au sens de ce qui est en jeu dans ce que vous abordez. Voilà. Ça, si vous avez un truc à retenir de l'intervention, c'est celui-là. Je passe sur ce point. Juste, je voudrais souligner un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on est tous des individus, c'est-à-dire qu'on dit « je ». On ne fait plus partie, on peut faire partie de groupes différents, mais ce qui prime, c'est le « je ». Voilà. C'est pas forcément être individualiste que d'être un individu, ça nous guette, mais aujourd'hui, le groupe ne décide plus pour nous de notre vie. Voilà, on ne nous dit plus avec qui on va se marier, où c'est qu'on va vivre, quel métier on va faire, quelle religion on va avoir. C'est l'individu qui décide. Et la somme de tous ces changements anthropologiques, c'est la génération, qu'on appelle la génération Y, que vous venez de voir passer, que vous voyez passer si vous avez des ados. C'est la génération des enfants qui sont nés de 81 à 2000. Là, on est dans les Z. Les Z, on ne les connaît pas trop parce que... Mais ils ne sont pas tristes. Voilà. Si vous connaissez les Y, les Z sont pires. Alors les Y, en fait, c'est des jeunes qui sont nés avec l'informatique et qui ont très vite été connectés. Voilà. Quelques caractéristiques sur les Y, vous allez reconnaître sûrement les élèves que vous avez en face de vous. On les appelle Y parce que Y, ça veut dire why. En anglais, Y, on dit why, pour dire Y, et why, ça veut dire pourquoi. Et en fait, c'est des jeunes qui demandent toujours pourquoi. Pourquoi. Voilà. Pourquoi on fait ça, et pourquoi on ne fait pas ça, et pourquoi c'est comme ça, et pourquoi c'est pas autrement. Donc, en classe, c'est les Y qui disent, mais à quoi il sert cet exercice? Voilà, et donc au caté, ils font pareil. Ne vous inquiétez pas, c'est pas juste pour le caté qu'ils font ça. C'est tout le temps qu'ils font ça. Donc, ils veulent comprendre. Et ça, c'est super positif. Ils veulent du sens. Ils ne sont pas prêts à être embarqués dans n'importe quel truc. Ils veulent comprendre ce qu'on leur propose. Donc, ils sont toujours dans le questionnement, donc dans l'esprit critique, même si il n'est pas toujours très bien critique. Il n'est pas toujours, leur esprit critique n'est pas toujours très construit, c'est le boulot qu'on doit faire avec eux, c'est de construire cet esprit critique, mais le côté sympa, vraiment, c'est qu'ils l'ont. Ils sont impatients. Ils sont impatients parce qu'ils sont nés avec un monde léger et rapide, ils ne comprennent pas pourquoi ça va plus lentement. Donc ils sont impatients, ils détestent s'ennuyer. Moi j'ai des élèves qui parfois vérifient en temps réel si ce que je dis est juste, parce qu'ils sont connectés. Voilà, bon, il ne faut pas au début mais après on s'y habitue. Et justement, c'est Michel Serres qui dit ça, il dit, la plupart des gens que je rencontre, je leur demande est-ce que vous êtes allé voir le sujet dont je vais vous parler, des jeunes, hein. La moitié est allée sur Internet la veille pour commencer à se renseigner. Et donc le boulot du prof, mais le boulot peut-être aussi du catéchiste, c'est de se dire, ok, tu peux aller sur Wikipédia, tu vas trouver les infos. Mais le sens, tu ne le trouveras pas. Donc l'info, tu l'as, pas le sens. Et généralement, quand vous allez sur la question du sens, eh ben, hop, vous fédérez tout le monde, parce que ce n'est pas dans Wikipédia le sens, et c'est ce qui les intéresse. Donc s'ils s'ennuient, c'est que vous n'êtes pas sur le sens. Voilà. Donc ça, c'est un truc important à comprendre. Même le savoir, il faut le prendre par le biais du sens. Tout ce que vous leur apportez comme données, il faut immédiatement qu'ils repèrent quel est le sens de tout ça. Et après, ils vous laisseront tranquille 5 minutes. 5 minutes. C'est une génération qui a du mal avec l'autorité. Voilà, ils confondent souvent d'ailleurs autorité et autoritarisme. Mais c'est très compliqué pour les profs, hein, vous imaginez. C'est compliqué pour vous aussi. Il faut quand même se dire qu'ils reconnaissent l'autorité. Pas forcément le pouvoir. Mais qu'est-ce que c'est faire autorité pour eux? C'est les faire grandir. En fait, autorité, ça vient d'un mot qui veut dire faire grandir. Mais avant, qui avait de l'autorité? Celui qui était grandi par rapport à moi, celui qui était plus grand que moi, plus âgé, plus de savoir, position plus haute. Et aujourd'hui, ce sens de l'autorité, c'est inversé. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est
à qui je reconnais l'autorité? À celui qui me fait grandir. Et si je sens que tu me fais grandir, je reconnais une autorité. Sinon, eh ben, t'as qu'à la gagner, ton autorité. Donc c'est pour ça qu'ils sont perturbants aussi. Mais allez les chercher sur leur terrain. Devenons meilleurs. Devenons meilleurs. Sur la question du sens. Ils nous obligent à repenser des choses. Allons-y. De quoi on a peur? Au fond, de quoi on a peur? On risque rien. On risque juste d'avoir du sens en plus. Bon, vous n'avez pas l'air très convaincu. On réfléchit aussi. Ah d'accord. Bon, c'est aussi une génération angoissée, les Y. Ils sont angoissés parce que ils ont eu peu de repères fixes. Voilà. Et donc, c'est un monde qui bouge, ils sentent bien qu'il bouge, et ils se demandent quel repère, sur quoi bâtir en fait. Généralement, ils ont de moins en moins de connaissances, de repères religieux aussi, spirituels. Et moi, je vois des Y arriver en cours en étant jeune prof, en Master 1, et je vois bien qu'ils sont en recherche. Et dès que vous parlez spiritualité, tout le monde écoute. Mais sens, spiritualité. Tout le monde écoute, parce qu'on ne leur a pas transmis grand-chose. Alors, vous voyez qu'on a déjà commencé à aborder la question comment transmettre aujourd'hui. Je vais juste souligner quelques points en particulier. D'abord, je voudrais recommencer à parler d'Hannah Arendt en disant qu'Hannah Arendt, quand elle a vu ce changement commencer, elle est morte en 65, je crois, donc c'était tout petit le changement, elle avait déjà perçu qu'on était en train de basculer sur autre chose. Elle dit, bon, ben en gros, pourquoi transmettre le monde ancien puisqu'il est en train de bouger? Puisque tout bouge, pourquoi on transmet les vieux trucs? Et elle dit, qu'est-ce que c'est éduquer? En fait, éduquer, c'est protéger l'enfant du monde et protéger le monde de l'enfant. Alors, protéger l'enfant du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un bébé qui naît, il est nouveau, il est neuf. Et l'humanité a besoin de cette nouveauté. C'est sa nouveauté qui va sauver l'humanité, à chaque naissance. Mais si on le met directement dans le monde, on va écraser sa nouveauté. Il va faire comme nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le protège. Par exemple, l'école, c'est un moyen qu'on a trouvé pour le protéger le temps qu'il grandisse. Et quand il sera un peu grand, on va le lâcher dans le monde. Et ça le protège. On protège la nouveauté de l'enfant de l'ancienneté du monde. Mais elle dit, éduquer, c'est autre chose aussi, c'est l'inverse. Il faut protéger l'ancienneté du monde de la nouveauté de l'enfant. L'enfant, il est tellement neuf qu'il bouleverserait tout, il changerait tout. Il révolutionnerait tout. Il veut tout, tout de suite. Il veut que le monde devienne lui, quoi. Et on a à lui dire, non, attends, on a créé un monde. Avant que tu arrives, il était là. On a mis en place des choses, comme la politesse, comme les valeurs, comme un certain nombre de choses. Et tu vois, on va faire en sorte que tu comprennes l'ancienneté du monde. Et quand vous êtes catéchiste, ou quand vous êtes prof, vous êtes le représentant des adultes pour dire, voici notre monde. Voici ce qu'on a mis en place avant que tu arrives. Voici ce à quoi on croit. C'était là avant toi. Et nous, on est là pour te transmettre ce monde qui était là avant toi. Et toi, avec ta nouveauté, tu vas en faire quelque chose d'autre. Mais d'abord, tu respectes. Tu respectes cette ancienneté-là. Et en fait, il faut tenir les deux. Il faut à la fois tenir, c'est ça la difficulté, là, protéger l'enfant, la nouveauté de l'enfant, et protéger l'ancienneté du monde. Alors, par quoi ça passe aujourd'hui, cette question-là? D'abord, je reviens là-dessus, mais ça passe par le sens. Le sens, le sens, le sens. Et concrètement, c'est avoir le souci des questions avant le souci des réponses. Avoir le souci des questions avant le souci des réponses. Si vous donnez des réponses avant que les questions naissent, votre réponse, elle se perd immédiatement. Elle rentre là, elle sort là. Alors vous êtes content parce que vous avez transmis, mais vous avez transmis du vent. Enfin, pas du vent, mais en tout cas, c'est le vent l'a emporté.
En fait, il faut faire naître la question et dire, ben, tu vois, à cette question, voilà ce que comment la foi chrétienne répond, ou voilà ce qu'elle donne comme repère à cette question-là. Donc il faut partir souvent d'eux, faire jaillir les questions et les rejoindre dans le questionnement. Et c'est comme ça qu'on construit du sens. Quand vous transmettez, transmettre c'est forcément trier, c'est ordonner, et ordonner c'est hiérarchiser. Voilà. Vous avez cette responsabilité de hiérarchiser ce que vous allez transmettre. Et c'est ça aussi qui est compliqué, parce que très rapidement, vous étiez parti pour transmettre un autre truc, et vous allez bouleverser quelque chose, parce que vous allez les rejoindre. Donc c'est important d'être flexible. Il y a un terme qu'on emploie de plus en plus, c'est agile. L'agilité. Voilà. Il faut être agile dans le sens, ne vous crispez pas, quoi. Ne vous crispez pas. Ne vous rigidifiez pas. Rejoignez-les. Et les rejoindre, ça ne veut pas dire abandonner des choses. Hein? Vous avez une année. Si vous ne faites pas là ce que vous deviez faire, vous le ferez un peu plus tard. Bon, même si c'est un peu ric-rac parfois, mais l'important, c'est les rejoindre. Le deuxième point très important aujourd'hui dans la transmission, c'est la réflexivité. La réflexivité, c'est quoi? C'est cette capacité de se tourner vers ce qu'on fait pour l'évaluer. Et aujourd'hui, dans notre société, c'est une vraie compétence. Alors, déjà, vous devez faire preuve de réflexivité. Bon, en langage catho, on appelle ça la relecture. Sauf que la relecture, c'est souvent bien après. La réflexivité, c'est en temps réel. Si moi, je vois que vous ne comprenez pas, je dois très rapidement mettre de la réflexivité et dire qu'est-ce que tu es en train de dire qui n'est pas compris. C'est se remettre en question. Voilà. Alors, le terme technique, c'est réflexivité. C'est regarder, avoir un peu de recul, et regarder ce qui est en train de se passer, et pouvoir très rapidement adapter. On retrouve l'agilité, adapter sa façon d'être pour que ce soit en train pour que ça aille mieux. Voilà, donc la réflexivité, ça devient une compétence à part entière, à avoir vous, dans la transmission, et à leur apprendre à eux. Et ça ne doit pas être un problème. Je veux dire, la tradition chrétienne est pleine de réflexivité. On ne découvre rien. C'est juste que c'est un peu plus rapide, peut-être. Troisième point, aujourd'hui, transmettre, c'est gérer les émotions. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais on sort d'une époque où il n'y avait que la raison, et on transmettait du contenu, par exemple le credo, c'est du contenu, c'est du raisonnable, c'est un discours rationnel. Et on avait oublié la raison, les émotions. Sauf que quand vous prenez une décision, on décide autant avec ses tripes qu'avec sa raison. Et on ne le sait pas. Quand un conflit éclate, il y a autant de raisons que d'émotions. Parfois même à 90%, il y a de l'émotion, et à 10%, il y a de la raison. Voilà. Et donc, on sort d'une société où l'émotion, elle était complètement taboue. Hein? Il n'y avait pas d'émotion. Enfin, il y en avait, mais on ne la disait pas. On ne devait pas la dire. À une émotion qui est sauvage. Et tout le monde dit tout, n'importe quoi, n'importe quel sentiment, n'importe quelle émotion. Mais tout en tenant pas compte non plus. Et donc ça, c'est à retravailler. Apprendre tranquillement à dire, mais ce discours-là, ça te provoque quoi en toi? Ça génère quoi comme émotion? Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur? Et là, vous allez les rejoindre dans ce qui se passe dedans. L'autre jour, je discutais avec un kiné qui me disait, il me demandait ce que je faisais, je lui disais, bon voilà, théologie. Il me dit, ah mais c'est bien, vous prenez en compte des émotions. Alors moi, c'est bien le mot que dans tout mon parcours théologique, c'est le mot que je n'ai jamais entendu. Alors il me dit, mais comment ça? Dans tout concept, toute idée génère une émotion. Comment on peut
faire de la théologie sans réfléchir aux émotions. Alors c'était amusant, parce que vraiment, il faudrait qu'il donne un cours. Hein. Et je me dis, mais il a tout à fait raison. Et c'est en plus, dans les programmes d'éducation civique et morale, c'est la gestion des émotions, elle existe aussi. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est une part, c'est 50% voire plus de nous, et que si on ne la travaille pas, elle nous explose à la figure. Regardez, je parlais d'Auschwitz tout à l'heure, hein, mais la peur, la jalousie, l'égoïsme, tous ces états mentaux peuvent inverser totalement un choix moral qui n'est pas tout à fait construit. J'avance, Odile, hein, il m'en reste que 2. Éduquer un monde qui change, ça veut dire que là on vit des changements et que c'est pas près de se terminer. Et c'est vrai aussi pour l'Église. Regardez juste un exemple qui, moi, m'a frappé. On nous disait, un pape, ça ne démissionne pas. Et puis un jour, il y a un pape qui a démissionné. Et on nous a dit, ah, mais quel courage. Ça veut bien dire que le monde, il bouge. Et que le monde, il va continuer à bouger. Voilà. Et il faut les habituer à non pas à répondre à des questions, à répondre à des problèmes, mais à se dire, qu'est-ce qui fait problème là-dedans? Qu'est-ce qui fait question dans cette situation de vie? Qu'est-ce qui demande à être éclairci? Vous voyez, toujours partir de la question, parce que le monde bouge. Dernier point, et ça c'est le plus fondamental, et c'est pour ça qu'on a décidé d'insister sur celui-là, c'est la posture d'écoute. Être catéchiste, c'est écouter, écouter, écouter. Voilà, écouter. Si vous comptez remplir quelque chose, arrêtez de suite. Écoutez. Et donc, pour écouter, il faut faire de la place dedans. Vous ne pouvez pas écouter si dedans c'est plein. Donc ça, c'est une compétence à travailler. Donc vous voyez, toutes ces compétences, la réflexivité, l'écoute, la gestion des émotions, s'habituer à un monde qui change, etc., c'est d'abord à travailler personnellement. C'est d'abord acquérir des compétences personnelles pour ensuite pouvoir les développer dans un groupe d'enfants. Merci.